On dirait qu'il y a autant de monde que quand il y a une intervention de Michel Serres au Café de la Librairie Dialogue. Merci d'être là pour les 40 ans de la librairie, qui a ouvert ses portes, ça fait 24 ans, 40 ans. C'était un 24 mai, donc en 1976. Et je ne vais pas tenir le micro parce que ce débat doit être animé par Hervé Hamon avec l'aide de Caroline Mukieli qui dirige la librairie, qui donc a la difficile fonction de prendre la suite de Marie-Paul, au fond, hein, avec qui j'ai créé la librairie. Caroline, c'est à toi. Je vous remercie beaucoup d'être là, infiniment. C'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui pour fêter ces 40 ans. Et merci Hervé d'avoir bien voulu animer ce débat. Je vais vous faire une confidence. Initialement, il était question que Charles et moi soyons effacés, que nous nous cachions derrière le bar et que nous vous cédions complètement la parole. Et c'est pour cela que nous ne devions pas intervenir et qu'Hervé, à mes côtés ce soir, devait vous poser plein de questions. Alors, il se trouve qu'on a un petit peu changé la donne. Voilà. Merci Hervé. J'ai insisté pour que la donne soit changée. Et que nous allons donc peut-être répondre à quelques-unes de tes questions, que je te remercie par avance d'avoir la gentillesse de nous poser. Bah écoutez, c'est quand même un jour pas comme les autres. Je me rappelle bien quand je suis venu la première fois à Dialogue, c'est en 1979, et je publiais mon premier livre, qui est un livre sur la guerre d'Algérie, qui s'appelait Les porteurs de valises, et un certain Charles Kermarek, dont j'ai fait la connaissance à cette occasion, nous a invités, Patrick Rothman et moi, à venir à Brest. Je connaissais Brest, mais je ne connaissais pas Charles Kermarek. Et à l'époque, la librairie n'était pas si grande, et il avait pris une salle de l'université pour qu'il y ait cette rencontre. Et je crois bien que depuis, je n'ai pas publié un seul livre, il me semble, sans que Charles m'invite. Et parce que c'est un homme de fidélité. Et donc, ça veut dire que c'est la première fois que je suis devant vous, pas pour parler d'un de mes livres, parce que j'en ai pas de nouveau, mais pour parler de ceux qui s'intéressent aux livres autour de moi, de vous lecteurs, vous libraires. Et juste, bon, comment dire, j'ai l'impression de rendre justice à quelque chose qui est réellement exceptionnel. Les marchands de livres, il y en a plein. Il y en a partout. Et les petits, les moyens, les gros. Les très gros aussi. Et il y en a qui m'inquiètent beaucoup. Pas tellement les petits, mais les très gros, Amazon, ça m'inquiète, oui, vraiment. Et c'est un danger pour notre pensée, pour la création, pour notre liberté. Donc, c'est pas simplement pour être sympathiquement ensemble qu'une librairie comme Dialogue est importante. C'est aussi parce que c'est un lieu qui est attentif à la création, c'est un lieu qui est attentif à la liberté de penser des gens, à l'idée qu'on va leur offrir quelque chose de vaste, de qualité. Et c'est une forme de résistance culturelle. Qu'est-ce que c'est qu'un bon libraire? Un bon libraire, c'est d'abord quelqu'un qui lit. Ça paraît évident, mais c'est pas évident. Je pense que chez les marchands de livres, beaucoup de gens ne lisent pas. Ou qu'ils lisent les prix de saison, éventuellement, hein, le Goncourt, le Renaudot, etc. Enfin, ce que les éditeurs et la cuisine parisienne ont fait éclore. Et bon, ça ne veut pas dire que c'est des mauvais livres, mais ça veut dire que le système de l'industrie du livre concentre sur 15 titres l'attention du public et l'attention des marchands de livres pour qu'on ne s'occupe pas des 300 autres qui sont parus à ce moment-là. Je pense qu'un vrai libraire, c'est un libraire qui a une espèce de curiosité et de passion. Et il n'y en a pas tant que ça. Nous avons la chance en France d'avoir un réseau de librairies qui est dense parce que nous avons obtenu, arraché, imposé et défendu le prix unique du livre, la loi Langue, à laquelle nous tenons. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément un prix de vertu. Ça veut dire que les librairies peuvent exister, et puis on verra lesquelles sont bonnes. Et je pense qu'un bon libraire, c'est d'abord ça. C'est cette sorte de passion que moi, j'ai
toujours trouvé à Dialogue, particulièrement à Dialogue. C'est-à-dire cette sorte de compétence attentive dans chaque rayon de libraires qui avaient découvert des choses que moi je n'avais pas découvertes et qui me disaient il y a aussi ça, ça et ça, tu devrais aller voir, etc. C'est ça d'abord. Je pense que un bon libraire, c'est quelqu'un qui a des choix et qui sait aussi se défaire de ses propres choix. C'est-à-dire qu'un bon libraire a une opinion, il y a des livres qu'il préfère, qu'il juge de qualité, qu'il recommande, parce qu'aujourd'hui, ce sont les libraires qui vendent les livres, pas seulement qui les vendent comme acte commercial, mais qui les prescrivent. Ce n'est pas la critique qui aujourd'hui prescrit les livres. La critique est très largement discréditée. Ce sont les réseaux d'influence, etc. Ce qui fait vendre les livres, c'est la parole du libraire. Et je me méfie beaucoup des libraires qui vous disent « lisez ça ». Ça ne me plaît pas trop, ça. Et dire « j'ai beaucoup aimé ça » et peut-être que ça vous plairait, que ça vous intéresserait, ça me paraît tout à fait pertinent. Et ce n'est pas la même chose. Et puis je pense aussi, pour faire court et juste pour lancer le débat, qu'un bon libraire, c'est quelqu'un qui anticipe. On est là pour honorer le travail culturel qui a été fait pendant 4 décennies, mais aussi pour dire que ici, c'est une maison qui gamberge, qui anticipe, qui pense. En particulier, qui pense le numérique. Le numérique, ce n'est pas un truc qui va tuer le livre papier. On n'est pas dans la situation du MP3 par rapport au CD. Le livre papier ne va pas disparaître, il va continuer à exister. Le papier est un support formidable. Mais croire que le numérique ne va pas se développer dès lors qu'on sera débarrassé des DRM, qu'on aura des liseuses meilleures, etc., ce serait une grande erreur. Et je pense que l'équipe que moi j'ai rencontrée ici est une équipe qui anticipe là-dessus, qui pense à ça, qui est attentive, qui sait se mettre un cran plus loin, un cran devant. Et je pense qu'il ne faut pas parler de la librairie un peu comme Pivot parle. Pivot, que tu es un charmant homme, hein, entendons-nous bien. Je ne suis pas si sûr de ça. Mais bon, c'est un homme charmant. Hein, mais quand il nous parle des instituteurs, il nous dit que vraiment l'époque où ils avaient la blouse grise, ils donnaient les coups de pied au cul, ils mettaient les gosses au coin, c'était vachement mieux. Et ben, je ne pense pas ça du tout. Je crois que la librairie d'hier, elle était beaucoup moins bien que ce que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui. Et que la librairie, il faut la regarder de façon prospective. Que le livre, il faut le regarder de façon prospective. On dit en France, ah, il y a trop de bouquins. On vous dit toujours à la rentrée, vous savez, les journalistes à la radio à la rentrée disent c'est épouvantable, on va avoir 500 romans. Enfin, il n'y a pas trop de bouquins, il y a trop de faux bouquins. Il y a trop de livres qui sont pas écrits par les gens qui les signent. C'est peut-être 30% des livres qui sont des faux livres. Et si vous prenez la liste des meilleures ventes de la semaine, tout simplement, je lisais ça tout à l'heure dans l'avion, je regardais les meilleures ventes de la semaine. Je dirais que pour les essais, sur 10 titres, il y en avait 8 dont je suis absolument sûr, je suis aussi éditeur, absolument sûr qu'ils n'ont pas été écrits par celui qui les signe. Alors, débarrassons-nous des faux livres, ça nous permettra de nous concentrer sur les vrais, sur ceux qui ont un auteur, et je vais finir par là, et je vous jure que je vous donne la parole, je pense que la singularité, entre autres, de cette maison, c'est qu'elle a toujours été attentive non seulement à la littérature, à l'écriture, aux opinions, mais elle était attentive aux écrivains, aux hommes. Et elle n'a pas invité les écrivains pour faire des gris-gris à la chaîne quand les livres sortent, mais pour qu'il y ait rencontre, vraiment rencontre. Et c'est exactement le contraire de ces foires aux livres où nous, les écrivains, sommes alignés comme des bœufs, avec chacun sa plante verte, et avec les gens qui passent devant et qui nous prennent en photo. Maintenant, ils nous prennent en photo, ils font des selfies. Et bon, il faut arrêter. Il faut que les écrivains aient la dignité de dire ça, on n'en veut plus. On ne veut plus y aller. Mais en revanche, les libraires qui font des rencontres, comme le fait absolument, obstinément Dialogue, et en invitant des gens qui sont totalement connus, qui ont eu le Nobel, qui ont ceci, cela, et puis en invitant des gens qui font leur premier livre, qui sont totalement inconnus,
et qui disent, voilà, je publie un premier livre, et ceci, cela, voilà les raisons qui m'ont poussé à le faire, etc. C'est un travail énorme de monter ça, de monter ces rencontres. La plupart des libraires, ils disent déjà, je suis débordé parce que j'ai mes cartons à gérer, à ouvrir, à refermer, la comptabilité à faire, vous vous rendez pas compte le boulot que je fais, etc. etc. Ben, en plus, à Dialogue, comme dans quelques librairies en France, on accueille les écrivains. Je dirais qu'on les accueille très bien. Je n'en connais qu'une peut-être qui, du point de vue œnologique, atteindrait le niveau de Dialogue. Et je dois dire que c'est la librairie Mola à Bordeaux. Mais du point de vue œnologique, parce que pour les livres, franchement, c'est moins bon. Non. Mais donc, il y a cette volonté d'accueil, de mettre les gens en contact et d'accueillir les gloires, et les gens qui commencent, et les gens qui débutent, ou les gens qui n'ont pas eu de succès, qui écrivent des livres magnifiques. Et puis les gens qui n'écrivent pas des livres magnifiques, mais qui ont en eux quelque chose de magnifique et qui feront des livres magnifiques. Il y a ce souci très permanent d'offrir vraiment toute la palette. Et ça, je crois que, pour le coup, du côté où je me trouve, c'est-à-dire du côté du mauvais côté de l'ordinateur, si vous voulez, chapeau. C'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc, voilà, on a la chance d'être ici ensemble pour saluer tout ça. Et je pense qu'effectivement, ça serait légitime peut-être de demander juste un mot à mes deux voisins qui ne veulent pas parler. Et puis après, on va vous donner la parole parce que c'est évidemment vous, les acteurs premiers de cette histoire. Mais quand même, Caroline, il va falloir que tu y ailles. Je vous explique juste en un mot pourquoi je ne voulais pas m'exprimer ce soir. Parce que la librairie s'appelle Dialogue, tout simplement, et pas univoque, et que je me sens pas sur toutes les questions que tu as exprimées là, tous les objets de ton attention que tu as donné à l'instant, légitime spécialement moi, petite fourmi besogneuse du quotidien, à répondre publiquement. Voilà, c'était uniquement ça, et que je voulais justement ouvrir ce dialogue avec vous. Voilà, très bien, on a compris. C'est la petite fourmi besogneuse, etc., etc., etc. Mais pour de vrai. Comme si la littérature était un monde où les légitimités sont mesurables, sont quantifiables, et où on sait qu'un tel est plus légitime qu'un autre. Ça ne marche pas du tout. Je pense que tu as tort, mais bon. Mais je respecte ton choix. Et je vais me tourner vers Charles avant de... Alors, tu as dit un mot, merci. Tu seras quand même pas surpris que Caroline te réponde de cette façon, toi qui as écrit quand Marie-Paul est morte, qu'elle était trop discrète. Hein. Donc Caroline légitimement prend la suite et elle est aussi discrète et aussi besogneuse et aussi compétente. Écoute, merci, mais je suis sur la ligne de Caroline et ce qui m'intéresse, c'est au fond ce que vous avez à dire, ce qui nous intéresse, c'est ce que vous avez à dire, quelle suggestion, quelle remarque, quelle critique, quelles pistes sont les vôtres. Un mot de plus, elle existe, cette librairie, telle que vous l'avez dessinée. On s'est juste contenté d'interpréter, de répondre à vos desiderata, et vos desiderata... vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils étaient clairs. Il y a eu une époque, souvenez-vous, hein, tous, là, quelques 20 ans en arrière, quand on refaisait la librairie, en 97, pendant 2 ans, on a mis à votre disposition une urne dans laquelle on vous invitait à mettre des petits papiers. Les petits papiers, il y en a eu peut-être 5000 ou 10 000. Et tous les matins, je triais les petits papiers. Tous les matins, systématiquement, je triais les petits papiers. Et je faisais des fiches, etc. Et réellement, on a obéi, on s'est contenté d'obéir. Vous disiez, ça serait tellement bien si on pouvait s'asseoir, s'il y avait un café, et si on pouvait prendre un café, déguster un café tranquillement. Et en plus, si on pouvait manger, ça serait merveilleux. Et donc, qu'est-ce que vous disiez? Finalement, vous disiez, on veut pouvoir rester toute la journée. Je veux dire, j'ai lu
dans les petits papiers, avec de la lumière, c'est tellement mieux. Je veux dire. Bon, on a essayé de ne pas empêcher de la lumière de rentrer, quoi. Donc, voilà, on est dans une militaire, on est habitué à se mettre au garde à vous, ben on s'est mis au garde à vous. Vous avez écouté, on a fait ce que vous avez voulu, et rien d'autre que ce que vous avez voulu. Alors, j'ai envie de vous demander maintenant, ben, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir? Qui souhaite intervenir? Un petit coup de cidre. Vous l'aurez prévu, il y en aura tout à l'heure, et du Chablis il y en aussi. aura. Qui souhaite intervenir? Qui veut bien faire la première? Voilà, merci. Donc je reviens d'un long séjour à l'étranger sans possibilité d'acheter des bouquins. Dans ma valise, mais elle était limitée, j'avais 7 ou 8 livres. Et ma fille avait glissé une liseuse. Quand j'ai eu fini les 7 ou 8 bouquins, j'ai attendu plusieurs jours. Je ne savais pas trop comment me débrouiller avec cet engin. Et puis je m'y suis mis et j'ai trouvé ça formidable. Donc je me demande si je suis coupable. Alors, une première réponse, Laurent. À côté de la librairie Dialogue, existe maintenant de minuscules éditions, les éditions Dialogue, qui ont publié Hervé Bellec, Hervé Hamon, Christiane Frémont, Michel Serres, Irène Frachon, enfin bref. L'un de nos livres, celui de Michel Serres, une fois que vous avez lu le support papier, si vous avez envie de savoir combien riche est sa langue, vous ouvrez le code 2D et vous avez le fichier numérique du livre. Le fichier numérique du livre est dans le livre papier et il est gratuit. Et puis si vous avez envie de vous endormir le soir en écoutant Michel Serres, eh bien vous continuez sur le fichier numérique du livre inscrit dans le code 2D du bouquin et vous entendez Michel Serres qui a enregistré ici à Brest même son bouquin Biogé pour nous. Donc il n'y a pas d'incompatibilité, je veux dire il y a un prolongement naturel fréquent du numérique au support Gutenberg. Il y a parfois remplacement quand, à l'évidence, le fichier numérique du livre est plus pratique que le support papier. Je pense par exemple, je vois Pierre Youinou qui est là. Il y a une époque, on vendait des encyclopédies médico-chirurgicales à feuillet mobile. C'est belle lurette qu'on n'en fait plus parce que le feuillet mobile qu'il fallait remettre tous les matins dans le classeur, il a été remplacé par le fichier numérique qui arrive par l'Internet. De même, je voyais un éminent avocat brestois. Et ici, c'est pareil, son code civil, son code pénal, la jurisprudence à jour, elle arrive tous les jours par abonnement numérique. Donc c'est dans l'ordre des choses. Et on fait tous, on pratique tous de cette façon, on pratiquera tous de plus en plus de cette façon. Simplement, ce qu'on entend dire souvent, c'est Gutenberg est mort. Non, Gutenberg n'est pas mort, parce que parfois c'est plus pratique, c'est moins cher, ça n'a pas besoin de se recharger, ça ne se raye pas dans le sable, bref, praticité, hein, ça commande. Michel. Il a été un peu pervers de dire que vous endormirez avec mon livre, mais le sommeil est garanti. Ça, Mais je voudrais répondre à la culpabilité de notre intervenant, là. Il y a quand même quelque chose qui est très important dans la liseuse électronique. C'est l'épouse de celui qui lit ou l'époux de celle qui lit. C'est-à-dire quand on est au lit et qu'on veut lire, il faut allumer la lumière. Tandis qu'avec la liseuse, c'est pas la peine d'allumer la lumière et l'époux peut lire. Par contre, la liseuse est anti-divorce. Voilà. Je voulais juste ajouter que quand on parle de numérique, on parle de site internet et effectivement de livres numériques, et que la librairie Dialogue, depuis le début des prémices du numérique dans son entier, s'est dotée de sites internet. Et dès qu'il a été possible de le faire, il a vendu des livres numériques. Donc on se bat
aussi un petit peu avec les éditeurs pour abattre les verrous digitaux, les DRM dont Hervé a parlé tout à l'heure, et vendent des fichiers que vous pouvez vous accaparer et installer sur vos disques durs et qui vous appartiennent au même titre que les livres qui se mettent dans vos bibliothèques et qui vous appartiennent et que vous pouvez prêter, entre parenthèses. On se bat pour ça, on se bat aussi pour récupérer le droit de commercialiser des livres, puisque dans l'univers du numérique, ce n'est pas aussi simple que dans l'univers du papier. Certains éditeurs ne nous font pas la grâce, la joie de nous permettre de commercialiser certains livres auprès de vous. Mais hormis ces petits détails du quotidien qui font toute la saveur de notre métier, nous sommes heureux de vous procurer ces livres numériques sur notre site internet. Vous voyez que j'avais raison de vouloir la faire parler. Bon. J'ajouterai encore une petite chose, une petite notation. C'est que ici, vous avez peut-être remarqué que, contrairement à ce qui se produit dans un certain nombre chez un nombre de marchands de livres, il n'y a pas écrit littérature avec sous littérature les derniers romans. Et puis les autres étant marqués documents, les documents étant pas de la littérature par définition. Pascal, par exemple, ne serait pas un écrivain. Enfin, il faut croire, ou en tout cas, ne serait pas de la littérature. Aujourd'hui, il y a une espèce de séparation des genres par rayon, où vous avez tous les faux romans publiés. Vous savez que dans le domaine des romans, il y en a un bon quart qui sont écrits par des nègres. Faut le savoir quand même, ça. Ça, c'est marqué littérature. Et puis à côté, vous avez les mémoires d'un avant du Paris Saint-Germain. Et ça sera document. Et ça sera très bien placé en document. Mais je maintiens qu'il y a toute une littérature de non-fiction, une littérature de récit, une littérature savante, une littérature d'analyse qui est importante et disponible. Et ici, on échappe à cette sorte de loi des genres qui nous pèse beaucoup sur les épaules des autres écrivains. Enfin, je dis ça je plaide peut-être pour mon sein, parce que moi j'aime bien me balader d'un genre à l'autre. J'aime bien écrire de la fiction, de la non-fiction, etc. Mais je pense que c'est quelque chose de mortifère, cette façon de compartimenter les genres et de compartimenter faussement, parce qu'en réalité, c'est juste une procédure commerciale. C'est pratique pour le commercial de dire, voilà, ça c'est du roman, ça c'est du non-roman, etc. Et le roman, c'est de la littérature. Le roman peut être de la littérature et le non-roman peut l'être aussi. Qui souhaite prendre la parole ? Merci. Pour prendre l'analyse de M. Hamon, je pense qu'il faut distinguer le libraire et la librairie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc la librairie, bien M. Kermarek en a parlé, on demande de la lumière, etc. Et le dialogue a bien écouté ses clients. Je crois qu'une librairie, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. Et puis il y a le libraire. Alors le mot libraire, ça me gêne parce que je crois qu'au XVIIe siècle, on pouvait avoir un homme universel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et j'insisterai sur le mot équipe. Et ce qui est bien, c'est d'avoir une équipe compétente, y compris pour transcender les littératures, etc., des gens qui connaissent. Et c'est ce qui est agréable ici. Et je crois que ce qu'on pourra recommander surtout, c'est de garder la qualité des vendeurs, des hôtesses, des vendeurs, je sais pas, mais de ceux qui font le dialogue. C'est vraiment une bonne équipe. Et c'est ça qui fera la qualité de dialogue. Il faut y veiller. Moi, j'ai rien à ajouter. Qui veut bien prendre ? Oui. Mais en fait, je pense que tous les gens qui travaillent à Dialogue sont des libraires. Ils ont leur spécialité, mais il n'y a pas un libraire en chef. Enfin, si, peut-être pour la gestion, j'imagine. Mais quand on vient ici, on rencontre à chaque rayon des libraires. Quelqu'un d'autre ? Est-ce que... Oui, non. Oui, là-bas. Oui, quel avenir voyez-vous à la machine d'impression à la demande que les presses universitaires de France ont inaugurée dans leurs librairies parisiennes? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se développer dans les librairies indépendantes plus tard? Alors, je vais donner le micro. Caroline, Charles ? Et moi, je répondrai après côté écrivain.
il y en a une qui a été installée au PUF, en effet, récemment. Et il y en a une chez Hachette depuis belle lurette, bien avant la machine installée au PUF. L'essentiel, c'est que les livres qui précédemment étaient indisponibles ne le soient plus. Alors, la possibilité d'imprimer à la demande est une excellente chose de ce point de vue. Il n'y a plus de livres épuisés, ça n'existe plus, quoi. On peut trouver tous les livres. On pouvait déjà précédemment les avoir d'occasion par les sites dédiés que le numérique a permis de faire connaître. L'Internet a permis de faire connaître, je pense à Abbey Books, qui appartient à Amazon, à Galaxidion, qui nous appartient, qui est sur le portail leslibraires.fr, partie d'ici. Et puis rien d'autre. Maintenant, si la suite de la question, est-ce qu'il y aura une machine d'impression à la demande au milieu de dialogue à la place du café, la réponse est non. Si on en a besoin d'une, vous ne la verrez pas, elle sera cachée, elle sera dans les bureaux. Mais ce n'est pas nécessaire qu'on en ait une, quoi. Il suffit qu'il y en ait une quelque part. Voilà. Juste pour rebondir, et en effet, il n'y en aura pas, et peut-être aussi précisément pour les mêmes raisons qui font que les fichiers numériques ont des verrous dont on a parlé tout à l'heure. Je ne pense pas que les éditeurs, aujourd'hui, aient envie de se déposséder des fichiers et de confier aux libraires le soin de les imprimer, de la même manière qu'ils ne nous confient pas les fichiers pour vous les confier, pour les lire. Donc voilà, je pense qu'on va aussi s'arrêter, pas d'un point de vue technologique, puisqu'après, en mutualisant les coûts, c'est assez simple pour des libraires indépendants de se doter d'une machine de type Expresso d'impression à la demande, mais aussi pour des raisons à qui appartiennent ces fichiers. Et effectivement, appartiennent-ils à la BNF? Appartiennent-ils aux auteurs? Comment a-t-on exproprié les auteurs de certaines de leurs œuvres? C'est ça? Oui, tout à fait. On a beaucoup de débats là-dessus parce qu'on n'est pas au clair. Moi, je fais partie de la Société des gens de lettres, qui est l'association des écrivains, et on réfléchit beaucoup à ces questions. C'est-à-dire que, par exemple, le numérique, pour nous, peut être à la fois une opportunité très intéressante ou un danger. Dans l'état actuel du marché du livre, si je puis dire, de l'économie du livre, l'auteur, c'est la variable d'ajustement. C'est le moins payé de la chaîne. Donc c'est quand même un problème. Et de plus en plus, il y a une dichotomie radicale entre quelques auteurs qui sont poussés et qui gagnent énormément, par exemple c'est les seuls traduits, et puis les autres auteurs qui, grosso modo, ne gagnent rien ou des clopinettes. Bon. Et c'est de plus en plus dual. Donc ça, c'est un vrai souci. Et on se dit que peut-être l'accès au numérique peut être une chance aussi pour les auteurs de négocier un niveau de droit plus convenable que ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de l'impression à l'unité, l'impression à l'unité, c'est ce que dit Charles. Si les éditeurs impriment à l'unité, ça permet de dire qu'un livre n'est jamais indisponible. Mais ça permet aussi à un éditeur de dire qu'il assure une exploitation suivie de l'ouvrage, alors qu'en fait, il ne le fait pas. Et ça, pour nous, pas simplement, je ne parle pas d'un point de vue corporatiste, hein, on est plutôt sur c'est des vrais débats de fond. Pour nous, c'est un vrai débat. C'est-à-dire, est-ce que imprimer un livre de temps en temps, tous les 7 ans, c'est une exploitation suivie du livre? Ça, c'est vraiment tout à fait ce qui est actuellement en discussion, pas d'ailleurs en discussion contradictoire, haineuse ou quoi que ce soit. C'est vraiment en pourparlers, je dirais, entre le syndicat national de l'édition et les représentants des auteurs. Ça fait partie des questions que nous posent ces nouvelles technologies. Quelqu'un voulait... Voilà. Oui, je ne vais pas parler technique ou finance, je suis totalement incompétent. Donc, on va un petit peu réfléchir ensemble et je vais être un sale gosse. Si on réfléchit à ce problème de la lecture, je
je ne suis pas sûr que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, on sache lire. Le mot, la phrase, le livre, c'est un moyen de communication. Êtes-vous sûr qu'on en aura encore besoin pour communiquer dans 50 ans, dans 100 ans? Je prends un exemple. Vous lisez un roman russe. Les noms sont interminables. Vous ne lisez pas le nom du personnage, mais vous le reconnaissez 10 pages plus loin. Vous terminez ce roman russe, vous êtes incapable de donner le nom de ce personnage. C'est un signe, c'est un mot, c'est un signal, c'est une image. Et on communiquera, je pense, par des images. La lecture restera l'apanage d'un groupe d'intellectuels, c'est tout. C'est ce que je pense. Michel? Michel, c'est à toi. Je crois qu'il y a des technologies qui en suppriment des précédentes et des technologies qui additionnent les précédentes. Par exemple, quand on a inventé l'écriture, on ne s'est pas arrêté de parler. C'est-à-dire, l'époque orale a continué en même temps que l'époque écrite. Quand on a imprimé, on ne s'est pas arrêté d'écrire. L'âge de l'écrit s'est additionné à l'âge de l'imprimé. Et lorsqu'on a eu les techniques numériques, on ne s'est pas arrêté d'imprimer, on a même chacun une imprimante à la maison. Par conséquent, l'âge oral, l'âge écrit, l'âge imprimé, etc., s'est additionné à la question du numérique. Vous voyez donc que là, il y a plutôt des techniques qui s'additionnent plutôt que des techniques qui se suppriment. Ça, c'est la première réponse. La seconde réponse, je voudrais la faire à celui qui m'a précédé. C'est-à-dire, quel est le rapport entre la lecture et l'image? Et ça, c'est une question très profonde qui touche à la fois, disons, l'analyse des sens et l'analyse des fonctionnements du cerveau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui porte le plus d'informations, l'image ou l'écrit? Alors ça, c'est une vraie question, parce que tout le monde pense aujourd'hui que l'image est riche, qu'elle est pleine d'informations, alors qu'au contraire, la transmission orale ou écrite est beaucoup plus mince et apporte moins d'informations. Et là, il y a un contre-exemple admirable, c'est le suivant. C'est-à-dire que dans l'histoire, nous avons des aveugles qui ont été de très grands génies. Homère était aveugle, Milton était aveugle, et combien de compositeurs de musique étaient aveugles? Et maintenant, citez-moi des sourds-muets de naissance qui est une œuvre. On n'en a pas. Et par conséquent, je tire de cet exemple l'idée que, contrairement à ce qu'on pense, l'image est pauvre et que le langage est riche. C'est-à-dire qu'à l'écoute, vous entendez plus d'informations qu'avoir une image. Et ça, c'est un résultat complètement paradoxal qui va à l'encontre de l'intuition qu'on a d'habitude sur l'image. Non, ne croyez pas que l'image est riche, elle est beaucoup plus pauvre que le son. Tu ne crois donc pas, comme le précédent intervenant, que la lecture est menacée ou que dans les décennies qui viennent, on lira moins? J'ai répondu à cette question en disant qu'il y avait des techniques additives ou cumulatives et d'autres où les techniques annulent. Mais d'autre part, les prévisions, à ce point de vue, sont difficiles à faire. Je vais mettre en scène, disons, quelque chose qui aurait pu avoir lieu à Brest dans les années 1910-1920 et qui aurait rassemblé, non pas des libraires, mais des constructeurs de bateaux dans les années 1910-1920. Et tout le monde était d'accord pour dire que la voile, c'était fini, que la navigation à vapeur, puis ensuite la navigation par moteur à explosion, serait dominante. Et il n'était plus question, pour ce qui concerne les constructeurs de bateaux, de construire de 3 mâts à voile. Mais qui aurait imaginé aujourd'hui, qui aurait imaginé à cette époque, que 50 et 100 ans plus tard, même plus de 100 ans plus tard, il y aurait beaucoup plus de bateaux à voile dans les ports que de bateaux à vapeur. Pourquoi? Parce que justement, ça a dévié du côté de la plaisance et non pas du côté du commerce. Par conséquent, les prévisions de ce genre, je n'y crois pas. Vous voyez, il y a des contre-exemples tels dans la prévision, et l'exemple que je donne qui va vous frapper, parce que quand même vous êtes brestois et c'est un port, est quand même tout à fait remarquable. Vous voyez, et il est bien certain qu'à cette époque-là, ils étaient certains de ne pas se tromper.
eh bien, ils se sont trompés. On va redonner la parole. Vous souhaitez répondre? Pierre Youinou. Merci. Oui, 3 choses. Premièrement, à l'échelle de l'histoire du monde, les 20 ans ou les 50 ans qui viennent de se dérouler, c'est rien du tout. C'est négligeable. Deuxièmement, lequel d'entre vous, face à un panneau de stop, lit S-T-O-P, stop? Aucun. Et troisièmement, je reste intimement persuadé que l'image, j'en suis pas partisan, je n'ai pas de télévision, j'ai jamais eu de télévision. Non, je ne suis pas un amateur de l'image ou un turiféraire de l'image. Je reste profondément persuadé que l'image remplacera les mots, remplacera la lecture. Michel veut répondre et on va vous donner la parole, madame. Non, c'est déjà fait, cher ami, c'est déjà fait. C'est-à-dire que le mot image, ça s'appelle hiéroglyphe. C'est-à-dire, en effet, dans l'alphabet, on a commencé par l'image. Et curieusement, l'image a été détruite immédiatement par des alphabets abstraits. Par conséquent, commencer par l'image, il a raison. Continuer par l'image, et désolé, il a tort. Excusez-moi. Pour moi, ça va être beaucoup plus simple, en fait, même si je suis une lectrice de Monsieur Serres, qui m'a beaucoup éclairée. Mais venir à Dialogue, c'est un bonheur, un vrai bonheur. Et être prof, être grand-mère, être amie, hein, c'est tout simplement aussi partager les livres. Et je crois que ça, ce sera quelque chose qui demeurera. En tout du moins, je l'espère. Les bibliothèques sont encore très, très chargées. Qui dira pourquoi elles seraient détruites, brûlées? Donc je crois vraiment aux livres, et il faut le dire. Monsieur Hamon, désolé, mais je crois aussi au Salon du Livre. Je viens de Saint-Malo, là. Non, mais il y en a des biens, hein. Non, mais pas seulement ça. Il y avait aussi, tout le monde n'était pas des bœufs derrière des bureaux. Désolée, mais bon, je m'exprime comme ça. On a rencontré des gens extraordinaires, Hubert Haddad, des rencontres uniques, mais 1 à 1, 2 à 2, et c'était pas du tout un salon où on était perdu. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Oui, hein, oui. c'est quand il n'y a pas de rencontre que je critique. Et je crois que là où est le livre, quel qu'il soit, que ce soit dans cette merveilleuse librairie ou dans une toute petite librairie que l'on rencontre quand on va en vacances, c'est superbe. Je n'ai pas envie de mettre de hiérarchie. Le livre est beau partout où il est. Voilà. Merci. Agnès de la Porte des Vaux. En fait, pour appuyer aussi ce que vient de dire la personne actuellement, c'est que la lecture, moi, je pense qu'elle continuera, les livres continueront. Elle permet des activités, de créer des activités qui n'existent pas autrement. Par exemple, les parents qui lisent un livre à leur enfant le soir avant de dormir, c'est une richesse relationnelle qui continuera. Et nous, les grands-parents aussi, lire à nos petits-enfants, ça c'est très très important. La magie des mots. Moi, tous les mois, j'envoie à mon petit garçon qui est en CE1 une petite poésie que je crée à partir du nom du mois. Hein, donc au début du mois. Ça, c'est quelque chose qui ne se perdra jamais. Hein, cette magie des mots, la relation que permet de créer la lecture, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle Les Livreurs, qui existe depuis au moins 15 ans, qui va lire à des enfants, à des jeunes qui n'ont jamais peut-être tenu un livre, et qui leur donne le goût de lire. Moi, je pense que ça, c'est extraordinaire, et ça ne mourra pas. Merci. La lecture est un acte que l'on dit solitaire. Ben, c'est vrai, oui, c'est un acte solitaire. Mais ce qui l'engendre par derrière, c'est des échanges, c'est des rencontres, c'est un partage. Et je crois que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. On lit pour soi, mais après, on transmet ce que le livre aussi nous a apporté. Donc, en tant que lecteur, on est des passeurs de livres, un peu en quelque sorte. On est les passeurs de mots, de ce que les auteurs nous ont dit. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier.
Voilà, c'était juste ce que je voulais le dire, parce que je trouvais que c'était important. Dans ma maison d'édition Le Seuil, on estimait que pour un livre vendu, en gros, il y avait entre 5 et 7 lecteurs, à peu près. C'est une évaluation statistique, hein, mais on considérait voilà, que si un livre avait vendu, je ne sais pas, 4000 exemplaires, en fait, il avait eu 25 ou 28 000 lecteurs. Oui. Et ce qui veut dire, effectivement, ce qui confirme ce que vous dites. C'est-à-dire que non seulement les gens lisent pour eux, mais font circuler. Tout à fait. Et que ça passe de l'un à l'autre. En plus, moi, j'aime bien les gens, vous savez, qui laissent les livres dans le métro, dans un train. Moi qui reçois beaucoup de livres gratuitement, ce qui est une pratique commerciale que je conteste, quand j'en ai trop, je descends et je les mets devant chez moi. Il y a un muret, donc je les aligne. Et en gros, en un quart d'heure, tout est parti. Et je trouve ça très bien. Enfin, c'est fait pour ça. Dans beaucoup de villes, d'ailleurs, on voit des boîtes à livres se développer. Tout à fait. Et pour en revenir ici à Dialogue, quand même, ce qui est magnifique, c'est que l'équipe de libraires, et ils se reconnaîtront tous autant qu'ils sont, c'est que quand on vient, on peut leur demander des conseils. Et quand ils connaissent, parce que aussi, ceux qui ont lu ça, ils vous demandent « Et vous, qu'est-ce que vous avez lu ?» Et ça, je crois que, à part Dialogue, je crois que c'est le seul endroit où le libraire vous demande « Et vous, qu'est-ce que vous avez lu ?» Et si on n'est pas d'accord sur un livre, on peut échanger autour d'un livre. Et je crois que cette relation-là, qui est unique, je crois qu'elle n'existe que chez Dialogue. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a quand même d'autres excellents libraires. Je vais vous dire, moi des fois je viens ici, je ne les citerai pas, j'ai des libraires qui me disent « Françoise, j'ai lu un livre, j'ai pensé à vous ». Ou qui m'envoient un mail en disant « Il faut que vous lisiez ce livre ». Alors c'est une chance inouïe et remarquable qu'on a. Et ça, c'est une équipe de libraires, j'espère qu'ils m'entendent, ils sont complémentaires. Ils ont chacun des goûts différents, mais ils se complètent. Et ça, c'est vraiment formidable et merveilleux. Et je pense que tous ceux qui viennent chez Dialogue seront d'accord avec ça. Voilà. Merci. Je vais juste vous dire un petit mot. Moi, je fais partie d'un club de lecture. Donc, on se réunit tous les mois. On apporte tous les bouquins qu'on a lus. Voilà, on se les prête. Et ça donne l'occasion d'engueulade. Pas possible. Parce que tout le monde a parlé récemment de Catherine Poulain, par exemple, pour ne citer qu'elle. Ça vous dit quelque chose? Qui était à Étonnant Voyageur, qui a eu tous les prix. Et moi, je suis arrivée avec mon bouquin, que j'ai été acheté tout de suite. En 10 ans, j'ai lu 200 pages merveilleuses. Et j'ai mis 15 jours à finir les 200 autres pages. Alors, personne ne m'a comprise. Et je me suis dit, c'est ça, les clubs de lecture, on n'a vraiment pas les mêmes goûts. Voilà. Mais ça, je pense que le livre, c'est ça. Parce que je peux vous dire qu'en amont de... C'est le cas de le dire. En amont. À l'amont. En amont. À l'amont de ces engueulades, les éditeurs sont des gens qui se trompent tout le temps et qui ne sont jamais d'accord entre eux. Moi, j'ai été éditeur pendant 30 ans au Seuil et on se trompait tout le temps. Je n'oublierai jamais la séance historique où l'Assemblée a refusé souverainement Le nom de la rose d'Umberto Eco, parce que c'était un livre plein de citations, plein de chuchotteries, plein de trucs qui allaient faire fondre les gens d'ennui. Et donc, le livre a été pris par Grasset, il a fait 350 000 exemplaires, et vous connaissez la suite. Et bien, ça, c'est pas toujours aussi beau, quoi. C'est pas toujours aussi sublime. Mais c'est quand même ce qui nous arrive tout le temps. Et je sais, une des choses que j'aimais bien, moi, dans ma pratique d'éditeur, c'est que tous les mois, on prévoyait une petite séance où on se réunissait et où on mettait sur la table nos erreurs dans les deux sens.
C'est-à-dire les livres dont nous pensions qu'ils allaient faire un malheur formidable, et ils s'étaient vendus à 732 exemplaires. Et puis les autres, dont on pensait que non, pas du tout, c'était bon, enfin, ok, on le sort. Et puis voilà. Et on était tout. J'aimais bien cette simplicité, enfin, de considérer que ça faisait partie du métier, que c'était vraiment une pleine et légitime part du métier, que ce droit à l'erreur, et de toute façon, en dehors du droit à l'erreur, la fatalité de l'erreur, c'était vraiment un élément constituant. Et ce qui m'énerve toujours, c'est quand dans les journaux, on décerne des étoiles pour les livres. Il y a les livres qui ont 1 étoile, les livres qui ont 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Mais qu'est-ce qui permet de mettre ça? Qu'est-ce qui permet de mettre de la quantité dans l'ordre de l'esthétique et de la qualité? Et je pense qu'il faut qu'on reste très libre par rapport à ça. Donc, si vous vous engueulez, c'est merveilleux. C'est bien. Je veux bien féliciter mon ami Hervé Hamon sur le jugement du seuil, parce que j'ai lu, moi aussi, Le nom de la rose. C'est d'un ennui souverain. Non, mais j'aime bien Umberto Eco, qui est un homme charmant, qui est un homme intelligent, mais ce roman est insupportable, il n'y a pas de doute. Bon, c'est difficile de passer après vous, monsieur Serre. Je me présente, j'enseigne en lycée pro, en CAP, et je viens d'emmener les élèves pour la 2e fois au CDI. Les filles, parce qu'il n'y a que des jeunes filles, ont choisi un livre, et je les vois dans les couloirs lire. Et elles ont découvert cette passion de la lecture tardivement, mais ce n'est pas grave, parce que même la maîtresse d'internat m'a dit qu'au lieu de téléphoner et d'utiliser leur portable, elles lisaient le livre qu'elles avaient choisi au CDI. Donc je pense qu'en tant qu'enseignant, quel qu'il soit, à quel niveau, nous avons une responsabilité d'apprendre le goût de la lecture, d'abord du choix du livre, ensuite de le compulser, de regarder s'il y a beaucoup de pages, parce qu'évidemment les élèves regardent s'il y a 20 ou 50 pages, mais ensuite ce livre, les élèves se sont appropriés. Et j'ai trouvé ça merveilleux, parce que quand je les croise dans les couloirs, ben, elles me montrent qu'elles lisent. Donc c'est bien. Donc le livre, effectivement, va perdurer. Et puis c'est à nous, finalement, d'apprendre aux élèves à s'approprier un livre pour qu'elles en fassent leur histoire, pour après communiquer et parler. Et voilà. Donc la lecture est quelque chose d'absolument extraordinaire, et ça rejaillit sur moi. Donc je suis une femme très heureuse. Comme beaucoup, je suis très impressionné de venir aux 40 ans de dialogue. Mais je ne suis pas du tout impressionné par Dialogue depuis le temps qu'on y vient. Mais par 40 ans. Car je me rappelle avoir été, comme beaucoup d'entre vous, parmi les premiers. Il me dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe en 40 ans? Et alors, j'ai préparé un petit peu cette réunion, et j'ai fait des citations, bien sûr, hein, parce que j'ai voulu préparer un devoir. Et alors, j'ai quelques citations à vous proposer. Parce que moi, je suis lecteur et je suis aussi écrivain à mes heures. Pour écrire, il ne faut pas être trop intelligent, il faut être un idiot fulgurant. On est d'accord. Vous êtes d'accord, les écrivains? Voilà, donc nous avons une bonne définition d'un écrivain. Écrire, c'est une façon de parler sans être interrompu. Et j'ai considéré que c'était le repos de l'écrivain. N'avoir rien à dire, mais le dire absolument. Ça, c'était pour moi. La lecture a été inventée pour ceux qui ne savent pas écrire. Et ça, je crois que c'est assez vrai. Et j'aime lire pour pouvoir écrire, justement. Merci. Merci. Si, là, par rapport à l'autre question, la lecture, j'ai eu des périodes de boulimie de lecture, des périodes de grand désert. Et j'ai analysé avec un professeur de français et qui m'a dit, mais est-ce que tu trouves tes moments? Au départ, j'ai été surpris par la question. Et c'est trouver le moment de prendre un livre. Alors, est-ce au lit, dans un fauteuil, dans un moment de trajet, dans un train, peu importe. Et c'est trouver le moment. Et quand je trouve le moment, ça file. Ça défile, ça défile. Mais donc, voilà, c'est tout simplement, il m'a dit, et commence par quelque chose d'agréable, commence par un roman policier, voyons. Et ce qui soit simple. Et j'en ai avalé 1, 2 et 3. J'avais donc trouvé mes moments.
Et après, bon, et parfois je dérape. Je ne trouve plus de moment. Enfin, je suis occupé par autre chose. Voilà. Et donc la lecture, c'est beaucoup le moment où on peut lire. Puisqu'on parle de la lecture et de la librairie, je voudrais bien, moi, interroger le public en disant pourquoi est-ce que ce sont quand même les femmes qui lisent à ce point majoritairement. En particulier la fiction, c'est 80% de femmes. Nous survivons vraiment grâce à vous. Hein. Ça, c'est clair. Et j'aimerais bien vous entendre, mesdames, quel regard est-ce que vous portez sur... Est-ce que vraiment vos hommes ne lisent pas à ce point-là? Ah, pardon. Non, je voulais répondre tout simplement parce que les femmes sont martyrisées, donc elles ont besoin de rêver. Non, mais là, c'est une boutade. Mais je voudrais dire, je détourne ta question, mais il y a une chose qui n'a pas été dite et qui est toute simple, c'est qu'un livre, c'est un objet. Et je trouve qu'un livre, c'est un objet extraordinaire. Et c'est un objet qui dure, comme on peut avoir un morceau de bois ou quelque chose d'autre, et qu'à notre époque, justement, où on a tendance à jeter, à passer, ces livres qu'on a touchés, qu'on a gardés, qu'on a prêtés à d'autres, qui vous les rendent en les ayant chiffonnés un peu, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui durera, c'est sûr, mais à côté, certainement, évidemment, du numérique, l'un n'empêche pas l'autre. Pardon. Je ne suis pas complètement sûr du chiffre qu'annonce Hervé Hamon sur 80% de femmes lisant et 20% d'hommes. Pourquoi? Sur les romans uniquement. Oui, sur les romans. Oui. Parce que moi, je ne suis pas romancier. Mais tout ce que je remarque, c'est que le chiffre est exact quand on dédicace. Il y a en effet 80% de femmes et 80% d'hommes. Et j'en ai conclu l'idée, non pas qu'elles étaient lectrices, mais qu'elles avaient le courage de s'adresser à quelqu'un alors que le mari est toujours derrière. Ou alors c'est ton charme. Bonjour à tous. Moi, il me plaît bien cette question-là. Moi, j'ai envie de vous dire que les livres, c'est comme des fiancés, c'est comme des amoureux. Pourquoi il y a autant de femmes peut-être qui les lisent? C'est qu'on part avec. Il y a de belles histoires, il y a des voyages, il y a l'imaginaire des femmes qui peut-être va plus haut et plus en altitude par le roman. Alors, je ne sais pas si c'est l'unique réponse, mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur des compagnons dans un sac à main de femme, et Dieu sait s'il y en a des choses, et on n'est jamais seul. Alors, est-ce que ça répond aussi parfois dans les besoins qu'ont les femmes de ou s'évader, ou rêver une autre vie, ou trouver un fiancé idéal? Peut-être que le livre, c'est celui qui résout tout ça, et c'est pour ça qu'on lit tout. Je ne sais pas. Merci. Alors, je n'aime pas beaucoup parler en public, mais bon, j'avais quand même envie de vous dire qu'il y a aussi des bénévoles qui apportent la lecture dans les hôpitaux et qui réjouissent les malades dans divers, les BD, les romans, toutes sortes de choses. Voilà, il y a des tas de bénévoles qui existent et qui s'occupent de porter la lecture dans les hôpitaux. Merci. Excuse de poser une deuxième question, mais j'aurais voulu savoir si vous avez senti pendant ces 40 ans une évolution significative des rayons, enfin du type de lecture du comportement de lecteur par rapport aux différents genres que vous vendez en librairie. Les best-sellers ont changé, incontestablement, mais Hervé a expliqué pour partie pourquoi. L'émergence du marketing dans le métier est une évidence. Hervé a cité Pivot tout à l'heure. Je maintiens que c'est un bon libraire. Quand Pivot faisait ses émissions apostrophes le vendredi soir, le samedi matin, on avait une ruée sur les livres commandés. Alors, certains auteurs qui passent particulièrement bien à l'oral faisaient de meilleures ventes que d'autres qui sont peut-être meilleurs à l'écrit.
Mais je me souviens d'avoir vendu des quantités qui nous impressionnaient de la Méditerranée de Brodel après un passage chez Pivot, ou de Montaillou, village occitan de Leroy-Ladurie, dans une édition Gallimard en corde 10, illisible, un sacré pinsomme. On en a vendu des Claude Agege, Une brève histoire du temps, etc. Donc il y a eu une époque où probablement les présentateurs d'émissions télé, de radio, dans les journaux, etc., étaient attentifs à la qualité des livres, la qualité des auteurs, et aujourd'hui c'est parfois la qualité des attachés de presse ou du nombre de pages de publicité achetées dans les journaux, ce qui fait que il y a un phénomène de bestialisation qui est un peu différent. Par ailleurs, certainement, les ouvrages qui nécessitent de l'attention soutenue de la part des lecteurs trouvent plus difficilement un public, particulièrement en sciences humaines, et particulièrement dans le domaine pointu. Alors ça, je ne sais pas si c'est lié à la différence du lectorat ou à la différence de la société. Yvon Tranguez est prof au CRBC, était prof au CRBC ici, spécialiste de l'histoire des religions en particulier. Il est certain que le rayon des livres sur la religion, des livres savants sur la religion, a vu son activité divisée pratiquement par 2 en l'espace de 15 ans. Pratiquement par 2. Et alors, il remonte depuis que la procure a fermé, mais la procure a fermé aussi, quoi. Donc ça me paraît un certain nombre de marqueurs très très clairs comme ça. Mais comment dire, on ne peut pas dire que la lecture se porte mal, quoi. Certainement pas. Moi, ce qui me paraît, enfin, ce qui me frappe, c'est que quand j'ai publié mon premier livre avec Patrick Rothman, par définition, nous étions de royaux inconnus. Personne ne nous connaissait que nos épouses. On sort un livre sur la guerre d'Algérie. On ne connaissait pas l'édition non plus. Donc, on va le donner à Albin Michel, qui est quand même l'éditeur des colonels de l'OAS, quoi, grosso modo, qui nous reçoit d'ailleurs très bien, qui nous édite très bien, qui s'occupe parfaitement du livre, qui fait extrêmement bien son boulot. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas une opération qui était montée par des pros. Et nous faisons la une du Monde, avec une page entière à l'intérieur, la couverture de l'Express, la couverture du Nouvel Obs, etc. Je ne sais plus, il y avait une page entière dans le Figaro, et ainsi de suite. C'est impossible aujourd'hui. Ça, je crois que c'est vraiment impossible aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, des types de 30 ans qui ont fait un boulot honnête et qui amènent leur sujet, qui est un sujet qui effectivement touche les gens au cœur, enfin, réveille des débats historiques et tout ça, je ne crois pas qu'ils peuvent avoir un accueil comme celui-là. Donc, mais ils seront quand même invités par Charles Kermarek. Mais, et c'est vrai que hier, quand on était invité chez Pivot, c'était un moment où on avait à 20h30, où il y avait 2 chaînes et la 3e qui était un peu en train de se lancer, on avait 8,5 millions de téléspectateurs, dont 80 000 acheteurs de livres potentiels, mais quand même 8,5 millions de téléspectateurs pour des livres. Je me rappelle, Pivot m'a invité pour la 2e gauche. Je ne sais pas si vous avez lu la 2e gauche, mais c'est quand même pas... c'est pas Marc Lévy, quoi, c'est sûr. Et en plus, on était avec Edgar Faure. Je ne sais pas si vous voyez un débat avec Edgar Faure. Quoi que vous disiez, vous serez 10 fois moins marrant qu'Edgar Faure. Bon, Pivot nous avait invités. Ça ne peut pas non plus arriver aujourd'hui. J'ai presque l'impression que ça n'arrivera plus. Et que de ce point de vue-là, je considère que notre génération a eu, enfin notre génération, en tout cas nous dans notre génération, on a eu de la chance. Il y a eu une espèce de petit miracle
Donc je ne sais pas exactement à quoi il tient. Parce qu'apparemment, dans les médias européens, le phénomène apostrophe et bouillon de culture était une totale exception. Donc on a eu un drôle de truc en France qui... bon, donc j'avoue, j'ai été cyniquement bénéficiaire. Tu voulais... Non ? Oui, je confirme tout à fait ce que dit Hervé. J'ai souvent fait l'expérience, quand on est interviewé par un journaliste, on lui demande 10 noms de footballeurs, il les donne tout de suite, 10 noms de chanteurs, il les donne tout de suite. Si on lui demande les 10 derniers prix Nobel français, il n'en connaît aucun. Donc là, il y a un phénomène qui touche pas seulement la littérature, qui touche le savoir en général. Vraiment, c'est vraiment très important de dire, en effet, que le phénomène de best-sellerisation a rendu ce marché impossible. Et le second témoignage que je voudrais donner, il est peut-être un peu personnel, c'est peut-être un peu impudique de le dire, mais lorsque j'allais à l'étranger, l'ambassadeur me recevait parce que j'étais de l'Académie française. Puis 2 ans après, c'était l'attaché d'ambassade qui me recevait. Puis 2 ans après, c'était le directeur du lycée français qui me recevait. Et 2 ans après, on me disait, prenez l'autobus 84. Et je n'en ai tiré aucun ressentiment, vous savez, mais je décris exactement la courbe de la culture. Vous voyez. Pendant ce temps, Zidane ou un chanteur à la mode prenait ma place. Oui. Ah, oui. Ah, il fait allusion à une histoire qui est arrivée sur les Champs-Élysées. Il y avait un grand attroupement extraordinaire. Et j'arrive un peu intimidé en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ?» etc. Et la dame me dit « Mais monsieur, vous ne connaissez rien. » Et qu'est-ce qui arrive? Ce sont les académiciens. Oui, c'était Star Academy, effectivement. Je voudrais juste ajouter un mot sur ce phénomène de best-seller. Maintenant, enfin, vous avez parlé de livres qu'on cherchait à nous imposer aussi en tant que libraire, hein, enfin, à mettre sur nos étals et à mettre en pile pour vous les proposer. Il s'agit aussi, puisqu'on parlait de rayons et de comment ça affecte la librairie dans son entier, de segments qu'on cherche aussi à nous imposer. Enfin, alors, qui est on? La grande machinerie des éditeurs, enfin, des éditeurs concentrés verticalement, donc éditeurs, distributeurs, diffuseurs. Et qu'est-ce que c'est qu'on cherche à nous imposer? Ce sont des manières de penser aussi, une manière de penser des livres. Donc, par exemple, des segments entiers comme ce qu'on a appelé la New Romance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que de la New Romance? Alors, à chaque fois qu'on essaie de nous imposer un nouveau genre de livre, c'est en anglais. Je ne sais pas pourquoi, vous le saurez mieux que moi. Donc là, ce sont des pseudo-livres érotiques façon 50 nuances de Grey. Plus récemment, donc ça a 1 an, oui, donc After, etc. After et les After de After. Et plus récemment encore, tous les livres qui vont vous faire vous sentir mieux, donc les Feel Good Books. À la librairie Dialogue, ça fait, enfin, j'y suis depuis quelques temps maintenant, donc en tout cas au moins 15 ans. Depuis 15 ans au moins, donc on a une table de livres sympathiques pour vous donner le sourire, pour répondre à la question qui nous est posée inévitablement. Qu'est-ce que je peux apporter à mon ami qui ne va pas si bien en ce moment et qui a envie de se détendre? Et cette table est pérenne et elle est là au rayon poche et elle a toujours été là et elle sera là. On n'avait pas besoin d'attendre le diktat éditorial du feel good book en anglais, attention. Et à chaque fois qu'une nouvelle mouvance se crée, des attentes chez les lecteurs se créent aussi. Et donc nous, on est au croisement, avant-dernier maillon de la chaîne du livre, entre vous, vos attentes, ce que vous allez venir chercher, ce dont vous aurez entendu parler par la presse, et le diffuseur qui nous confie les livres, enfin qui nous propose les livres à ses catalogues. Et on doit faire le choix de ce qu'on veut vous montrer, de ce qu'on veut vous offrir à lire, mais également de comment on doit le disposer dans la librairie et si on doit répondre au diktat de cette mode-là ou pas. Donc le parti pris jusqu'à présent, ça a été de dire non, au mieux. On ne cédera pas, parce que la pérennité de Dialogue se fera aussi grâce à notre fonds et au gage de la qualité des livres qui sont à la verticale sur les murs tout autour de nous. Mais voilà, mais cette question se pose au titre par titre à chaque commercial qui vient nous voir à la librairie. Oui, moi j'ai 2 bons amis qui travaillent chez Hugo,
Hugo, c'est l'éditeur qui a sorti After. After, c'est le roman pour adolescents qui est écrit avec des bouts de SMS et d'histoires de cul. Et c'est quelque chose qui a été monté, vraiment, ça a été monté comme une opération totale, quoi. On va le mettre en place à 400 000 exemplaires, on va le mettre en place dans les Auchan, dans tout ça, etc. Et on va vendre 1 million. Ils ont vendu 1 million. Ils ont vendu 1 million et ils parlent avec un total mépris. Je ne parle pas de mes amis. Hein. Mes amis, ils ont trouvé du boulot. C'est par les temps qui courent, on peut les comprendre. Mais je parle du marketing de cette maison. Leur idée, c'est de contourner justement une librairie comme celle-ci. Ils ont vraiment une stratégie de mise en place qui va jouer complètement les grandes surfaces, qui va jouer les relais dans les gares, etc., etc. Et ça marche. Il ne faut pas croire que ça ne marche pas. After a rendu à 1 million d'exemplaires. C'est quand même... Et pendant ce temps-là, nous autres, on rame pour... pour atteindre 2800, 3000... Et ben oui, il faut s'appuyer sur, quand même sur des libraires qui en veulent, quoi. Parce que si on veut du fric, le fric, il est ailleurs. Il est vraiment ailleurs. Et ça, c'est quand même un phénomène qui est en train de monter. Quand je parlais de faux livres tout à l'heure, là, on est au-delà du faux livre. C'est pas le livre écrit par un nègre, c'est le livre conçu, fabriqué comme un produit purement marketing qui vise un segment qui va, en l'occurrence, par exemple, il vise vraiment les jeunes ados. C'est 17. Alors, après tout, moi, j'ai rien contre les livres qui visent les jeunes ados. Ça peut donner des miracles quand c'est bien. Mais là, c'est vraiment pour leur vendre de la camelote, quoi. C'est vraiment ça. Pour autant, je ne m'interdis pas de vendre cette camelote. Il faut pas. Il faut pas. Bonjour. Voilà, donc juste à mon petit niveau de bénévole, voilà, j'anime simplement une émission de radio qui consiste tout simplement à lire un livre de A à Z, une demi-heure par semaine. Et parallèlement, je suis frappé un peu par... on parlait du sujet de l'inculture. L'autre jour, j'avais une séance avec des jeunes. Lors d'un voyage en Pologne cet été, on revisitait les grands noms de la Pologne comme les grands noms de l'histoire de France. J'avais présenté comme ça Marie Curie, Pierre et Marie Curie, Copernic, Saint-Louis, etc. Eh ben, je suis désolé, mais ça leur disait rien. Saint-Louis, personne ne reconnaissait, quoi. J'aurais montré Spider-Man, j'aurais montré McDo, j'aurais montré Batman. J'aurais eu un succès beaucoup plus grand. Et évidemment, là, on parle de millions, de chiffres, défiant toute l'imagination, de livres vendus à des millions d'exemplaires. Je me demande si, quand même, au fond, l'homme n'a pas besoin d'un peu plus de grandeur et de profondeur. Et bien que ces petits livres dont on parle actuellement, vendus à droite, à gauche, connaissent un succès fou, qu'est-ce que nous, on peut faire, au-delà d'une simple émission de radio, pour mieux faire accéder à la culture de gens qui nous ont précédés dans notre histoire, aux jeunes d'aujourd'hui? Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Les témoignages sont nombreux pour dire que voilà, on lit à nos enfants, à nos petits-enfants dans le cadre de la famille, on lit aux hôpitaux, c'est des choses très bien, mais peut-être, juste pour finir, ça fait le lien avec le débat qu'on a eu tout à l'heure sur l'image et puis le texte, mais est-ce qu'une librairie comme Dialogue ou toutes celles existantes dans notre pays ne pourrait-elle pas miser un peu plus justement sur cette image, non pas parce qu'on a l'idée que c'est peut-être celle qui va perdurer dans le temps, mais justement pour, par l'image, attirer les lecteurs à fouiller un peu ces textes qui nous sont si chers et qu'on trouve beaux. C'est exactement ce que dit quelqu'un comme François-Xavier Bellamy, qui fustige les nouvelles parutions de livres scolaires dans lesquels on trouve en initiative pour promouvoir un peu le débat dans les salles de classe, juste un simple SMS bourré de fautes d'orthographe. Et puis et le sujet étant d'écrire à son ami autre chose qu'un simple SMS pour écrire une lettre. Et puis il a eu une question d'un commentateur qui lui dit remarquez, l'initiative est bonne. Il dit oui, mais j'aurais préféré voir plutôt comme énoncé, écrivez-t-elle à la manière de Cyrano une lettre à Roxane. Aujourd'hui, ça va nous faire sourire. Dans 50 ans, je ne sais pas qui encore pourra en sourire, parce que Cyrano et Roxane ne dira plus rien à ceux qui vont nous succéder. Merci. Il y a une réponse à vous faire peut-être, qui est un peu décalée par rapport à la question posée, mais qui me paraît quand même en profondeur être la bonne. Chez Dialogue, c'est-à-dire chez les libraires, vous achetez et vous consultez des livres qui sont écrits en langue française. Si vous allez à Relais, vous observez, puisque tu as parlé de Relais, Hervé, vous observez que Relais est écrit AY.
comment voulez-vous qu'un instituteur apprenne à ses enfants que relais s'écrit AIS, alors qu'il le voit partout, dans toutes les gares, et en particulier à Paris, il y a au moins 3 à 4 relais par gare, que c'est écrit AY. Et si vous suivez la grande rue d'une ville principale de France, vous verrez que entre 4 et 5 boutiques sur 10 ont des titres en anglais. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mots anglais sur les murs de nos villes que de mots allemands pendant l'occupation. Attention, c'est pas une plaisanterie. C'est dire qu'aujourd'hui, la classe dominante déteste le français. La classe dominante, vous parlez d'argent, vous avez parlé d'argent. Et moi, je parle des gens qui ont de l'argent. C'est-à-dire des gens qui veulent en gagner, comme ceux qui font 1 million d'exemplaires avec de la merde. Bon. Et ces gens-là ne parlent plus français. Ils parlent tous anglais. Enfin, anglais. Si vous savez l'anglais, vous savez qu'ils ne parlent pas anglais, ils parlent une sorte de globish. Bon. Mais la langue française, du coup, est en péril. Un peu comme l'a été mon dialecte de gascon d'origine et votre langue bretonne. Elle est en péril gravement. C'est-à-dire que lorsque la classe dominante ne parle plus la langue, notre langue est la langue des pauvres. Et par conséquent, il faut prendre conscience de ça, que quand vous lisez du français, vous défendez votre langue, qui aujourd'hui est méprisée, piétinée et absolument vilipendée par la classe des gens qui nous dirigent. Qui veut la parole? On trouve de tout, beaucoup de livres à la librairie Dialogue, mais sachez que je pense que la librairie Dialogue n'a pas vocation d'être la seule librairie de France. Et qu'il existe d'autres librairies qui s'appellent les librairies anciennes et modernes, qui vont donner une nouvelle vie aux livres, et ça c'est très important, parce que les livres sont toujours des tirages très limités. Un bon livre qui marche bien, à 1000 exemplaires, ben, l'éditeur est content. 1000 exemplaires, c'est pas grand-chose. Bon. Et donc, faire un petit peu attention que dans nos bibliothèques que nous adorons, les bibliothèques s'appellent souvent des cimetières de livres. Et que ces cimetières de livres peuvent très bien revenir dans un circuit, et notamment par vos parents ou amis qui vous disent « Oh tiens, tu as un livre ici qui est très intéressant, peux-tu me le prêter ?» Et un conseil d'un libraire ancien, c'est ne prêtez jamais un livre, car vous allez perdre un livre et perdre un ami ou un parent. Vous ne le retrouverez jamais. Alors offrez-le, et tout se passera bien. Et vous allez vous dépatouiller pour retrouver ce livre-là. Et comme ça, vous aurez vu où était l'intérêt des autres personnes. Et sortir aussi également d'une réflexion d'un petit gamin, la mère qui nous demandait des livres d'Anatole France, parce que c'était un bon auteur et tout. Et le petit gamin qui dit à sa mère « Ah non, je connais Anatole France, il a écrit que des dictées. » Alors, si les écrivains pouvaient écrire autre chose que des dictées, ça serait sympathique. Parce que le livre, c'est pas de la corvée. Cela dit, moi, je ne crois pas du tout qu'on soit condamné à la... autant je suis d'accord avec Michel quand il dit que la langue française est en péril, ça absolument. Je ne crois pas du tout que nos pratiques culturelles, notre appétit de lecture et tout cela va forcément aller décliner ou partir vers la déliquescence. Ça, je ne le pense pas du tout. Moi, je pense qu'il y a de l'appétit, qu'il y a un besoin culturel, que les choses sont intéressantes. Je pense que les jeunes sont multiculturels, mais sont demandeurs, sont intéressés. J'observe, par exemple, que contrairement aux stéréotypes reçus, les enquêtes sur lesquelles j'avais travaillé quand j'étais au conseil de l'évaluation de l'école montraient que c'était les gosses qui regardaient le plus la télé qui lisaient le plus de livres. Et oui,
l'idée d'opposer mécaniquement celui qui aime les écrans n'aime pas l'écrit, etc., ça, je pense que c'est une tarte à la crème. Et j'avais publié un livre, édité un livre de Christian Baudelot et Roger Establet, qui s'appelait « Et pourtant ils lisent », où il montrait très bien qu'au niveau du collège, les jeunes lisaient un peu, lisaient par goût, enfin, lisaient pas mal, lisaient beaucoup, et puis qu'ensuite, quand on arrivait au lycée, ils lisaient par obligation, parce que dans une dissertation, il faut mettre les citations qu'il faut, etc., pour avoir les points, et qu'une partie d'entre eux lisaient comme un investissement personnel, par goût, et n'en parlaient pas. Que ça devenait à ce moment-là leur truc à eux, comme on aime un groupe de rock ou comme on choisit un sport, et qu'ils pratiquaient la lecture assidûment, mais ça n'entrait pas à ce moment-là dans le cadre scolaire. C'était en plus du cadre scolaire, c'était une autre lecture. Mais ça ne montrait en rien une sorte d'affaissement fatal et systématique de la lecture. Moi, pour ma part, j'en suis là dans ce que j'ai lu. Juste un mot pour vous répondre, cher monsieur. Vous savez, je vais vous dire quel est mon rêve personnel et profond. C'est de devenir un professeur de dictée. Oui, eh ben, justement, par rapport au système de la dictée, j'ai juste quelque chose à dire. Voilà, j'ai 30 ans, je fréquente assidûment les réseaux type Facebook et compagnie. Et tout à l'heure, vous parliez des mots allemands couvrant notre capitale voilà, pendant la Seconde Guerre, et aujourd'hui de tous les mots anglais ou globish qu'on voit un peu partout. Mais s'il y a un mot que je retiens aujourd'hui, c'est celui de nazi. On me traite de nazi de l'orthographe dès que je corrige un ami en fait, qui fait des fautes. Alors lui aussi, je le perds, comme les bouquins d'ailleurs. Mais c'est quelque chose de dramatique en fait. Enfin, parfois, je reçois des mails ou des échanges, mais on les comprend à peine. Déjà parce que les mots sont mal orthographiés, mais parfois aussi parce qu'il manque tout simplement. Il y a des mots on les saute. Et quand on me répond, mais non, mais c'est pas si grave que ça, t'as compris le message, quoi. Bah oui, mais à terme, jusqu'à où on va comprendre le message, jusqu'où on ne le comprendra plus, en fait. C'est ça ma question, en fait. Parce que on voit bien, jusqu'où, vous parlez de rythme scolaire et de la scolarité, n'est-on pas allé un peu trop loin, à la fois dans la facilité ou le laxisme, ou c'est pas trop grave, vas-y, c'est pas trop grave. Mais peut-être un peu pour reprendre Edmond Rostand, plutôt Cyrano de Bergerac, qui dit que combattre c'est beau, surtout lorsque c'est inutile. Peut-être qu'il faut s'arrêter avant, en fait. C'est une question extrêmement difficile à traiter, extrêmement difficile de l'orthographe. Il y a une réponse positive qui consiste à dire simplement qu'il y a eu autrefois chez les secrétaires comment on appelait ça la sténo. Voilà. Au fond, ce qu'on envoie dans les textos, c'est de la sténo, ni plus ni moins. Alors ça amoindrit le danger du problème. Mais ce qui est dangereux, en effet, c'est qu'à un certain moment, une mauvaise orthographe supprime le dialogue. Ça, c'est sûr. Supprime la compréhension. Et là, on ne sait pas quoi faire. Parce que, voilà, il faut savoir qu'il y a deux sortes de langues, pour dire les choses rapidement. Les langues qui se prononcent exactement comme elles s'écrivent, dont le type est l'allemand, dans les langages germaniques, et dont le type est le roumain, dans les langues latines. Et puis, il y a des langues qui ne s'écrivent pas comme elles se prononcent, dont le type le plus terrible, c'est l'anglais, et dont le français fait partie. Et pourquoi elles ne se prononcent pas comme elles s'écrivent? Parce qu'elles ont gardé dans leur vocabulaire et dans leur orthographe le souvenir de leur origine. Et par conséquent, l'orthographe française est historique, elle n'est pas phonétique. L'allemand est phonétique, le roumain est phonétique, et l'anglais et le français sont plutôt historiques. Et par conséquent, si on veut améliorer le français en lui faisant mimer la phonétique, il faudra changer tous les mots. Il faut changer tous les mots parce qu'aucun mot, par exemple le mot femme, pourquoi vous le prononcez F-A et vous l'écrivez F-E? Ben oui, c'est que vous dites féminin, c'est que vous dites féministe, etc. Oui, féminin, le latin, oui. Et par conséquent, c'est un langage historique. Et si vous prenez tous les mots devront... alors, les réformes, les prétendues réformes de l'orthographe consistent toujours à dire on simplifie le français en lui faisant imiter la phonétique. Mais dans ce cas-là, c'est une entreprise infinie.
Et il faudra réformer la totalité de la langue. Donc une fois qu'une langue a pris un départ, c'est-à-dire d'être historique et non pas phonétique, je crois que l'entreprise est désormais désespérée. Merci. Oui, donc pour bien parler et écrire le français, il faut lire, donc se rendre dans une librairie comme ici. Et le métier de libraire, c'est pas seulement un commerçant, c'est un spécialiste de la littérature qui apporte son savoir, son talent de conseilleur de livres. Et donc vous résistez bien ici, la librairie Dialogue résiste bien à des géants de vente sur Internet comme Amazon. Mais je pense que de plus en plus, les gens vont acheter des livres sur Internet. Et la librairie ici a 40 ans, mais est-ce que dans 40 ans, elle sera toujours là? Est-ce que les librairies physiques, comme ici, ne vont pas disparaître au profit des librairies virtuelles sur Internet? Alors, premièrement, quand même, vous avez commencé par dire que ici, on conseillait des livres. Oui, on conseille des livres, mais on les vend aussi. Je veux dire, la différence entre une librairie et une bibliothèque, c'est qu'à un moment, vous passez à la caisse. Et c'est ça le métier de libraire. Le métier de libraire consiste à vendre des livres à des clients, de façon très claire, quoi. Et je revendique haut et fort le fait de vendre des livres. Si on ne vendait pas de livres, notre indépendance, ça en serait fini du jour au lendemain. On existe avec nos 120 000 titres, avec l'indépendance farouche à laquelle on tient ici, parce qu'on vend des livres. Alors après... pour l'avenir, qu'est-ce qui va se passer dans 40 ans? Dans 40 ans, moi en tout cas, je ne serai pas là pour le voir. Cette librairie, je suis persuadé qu'elle existera aussi longtemps, pour reprendre ce qu'a laissé suggérer M. Grossi tout à l'heure, que les libraires qui y travaillent sauront pourquoi ils sont là et ce qu'ils y font. Hein. La librairie, c'est... Enfin, il m'est arrivé de le dire, entre le nous, 45 personnes sous la direction de Caroline ici, et le rien, il n'y a pas de place pour le jeu, quoi. Je dis jamais, moi, je suis le libraire de Dialogue. Je dirais, l'entreprise de librairie Dialogue existe en additionnant le talent de Caroline, celui de Arnaud, celui de Julien, celui de Laurence qui anime les rencontres, celui de Catherine qui est là, enfin bref, celui de Steven autrefois à l'époque où il buvait le soir avec Roland Topor après un débat où il n'y avait eu personne. Et pour le reste, les évolutions techniques, Caroline l'a dit tout à l'heure, je veux dire, le premier site internet de la librairie Dialogue, il date de 1999. Amazon arrive en France en 2000. Donc, on a une certaine habitude de l'Internet. Alors, ça ne nous est pas tombé comme ça par hasard ou par la vertu du Saint-Esprit. Il se trouve qu'il y a à Brest plusieurs écoles d'ingénieurs, dont Subtélécom Bretagne, excellente. Il y a dans Subtélécom Bretagne des profs remarquables, des élèves remarquables. Il y a même un certain Claude Bérou qui a inventé les turbocodes et qui est de l'Académie des sciences. Grâce à ces turbocodes, le téléphone fonctionne. Et donc, les profs et les élèves de Subtélécom sont venus nous voir un jour en nous disant: Monsieur, faites attention, le métier que vous exercez va changer, va muter demain. Il y a Internet. Il y a Internet. Ça perd l'hypopète. Et donc, on les a écoutés. Et on a créé le premier site Internet. Et très vite, on s'est rendu compte que techniquement, on n'avait pas la puissance d'Amazon. Financièrement, on n'avait pas la puissance d'Amazon. En termes de marketing, on n'avait pas la puissance d'Amazon. Et donc, on a décidé pas d'abandonner le site internet de la librairie Dialogue, il existe toujours, mais de fédérer autour de nous 180 libraires de neuf aujourd'hui et une centaine de libraires d'anciens, et en additionnant nos faiblesses, d'arriver à créer une force alternative. Alors, je vais prendre un exemple concret, parce que c'est toujours mieux en parlant concrètement.
additionner nos faiblesses. Parmi les premiers libraires qui ont marché avec nous dans cette aventure de coopération, il y a eu la librairie L'Athénéum à Beaune. Beaune, c'est la capitale du vin de Bourgogne. C'est une petite ville. Et dans cette petite ville, il y a une remarquable librairie de gastronomie, donc livres de cuisine et vin. Ils ont à peu près 10 000 titres différents sur le vin. Et donc, si vous cherchez sur le site internet leslibraires.fr aujourd'hui un livre sur les vins, vous avez toutes les chances de trouver une offre bien plus considérable que celle d'Amazon. À nous sont fédérés des libraires du sud de la France, Sorams à Montpellier par exemple, l'une des 3 autres librairies indépendantes importantes en France. Des libraires d'Alsace. En Bretagne, on connaît l'importance du rayon Bretagne. En Alsace, ce sont les Alsatiques. On a des libraires un peu partout. Et en agrégeant toutes ces faiblesses, la faiblesse de Dialogue par rapport à Amazon, la faiblesse de Sorams par rapport à Amazon, la faiblesse de l'Athénéum à Beaune, on arrive à créer une force qui représente une offre considérable de livres, la plus importante aujourd'hui en France, sachant que la singularité des clients en matière de livres, c'est de vouloir trouver des livres dans les librairies. C'est étonnant, hein, mais c'est ça. Et donc, pour répondre plus longuement à votre question, dans 40 ans, qu'est-ce qui se passera? Je suis sûr que dans 40 ans, les libraires qui sont ici auront continué à inventer, à regarder la société telle qu'elle évolue et à s'adapter à la société telle qu'elle évolue. Michel? Non seulement je crois que Charles Kermarrec a raison de prétendre que Dialogue sera encore là il y a 40 ans, mais si j'étais, moi, le patron d'une grosse entreprise, j'aurais beaucoup plus de soucis que Charles Kermarrec. Parce que les grands magasins, par exemple, ou les grandes concentrations, qui ont aujourd'hui le maximum de succès, je ne suis pas sûr qu'ils perdureront précisément. Parce que les gens, aujourd'hui, ont de plus en plus besoin de commerce de proximité. Et le commerce de proximité, à mon avis, a beaucoup plus d'avenir que les grands magasins. Parce que les gens commencent à en avoir marre d'être pris pour un numéro, d'avoir un ticket, etc., de ne jamais parler à personne, de choisir au milieu de rayons où ils sont complètement perdus, etc., où ils ont perdu, etc. Et donc, moi, je crois que tu as raison, pour des raisons réellement commerciales. J'hésitais, parce que j'allais dire marketing, tu te rends compte? Pour des raisons commerciales. Je crois en effet que le public va se réorienter de plus en plus vers le commerce de proximité. Steven. Je m'excuse de venir dans cette conversation. Je veux juste 2 choses par rapport à ce qui s'est dit sur l'appétence et la culture des enfants. Ça me choque. Parce que moi, j'ai des intérêts familiaux qui font que je partage ma vie avec une enseignante de français qui donne tout ce qu'elle peut. Donc, en train de parler de laxisme, je trouve ça un peu déplaisant. Il est aussi temps, je crois, que les parents prennent le relais. C'est-à-dire que la culture, elle n'a pas bougé en France. Elle a même progressé au lycée, puisque les supports sont multiples et plus nombreux. Je pense qu'aujourd'hui, les enfants, n'ont jamais lu autant. Parce qu'ils ont tout le temps un support sous les yeux. Rendez-vous compte de ça, ils ont tout le temps un support sous les yeux. Que ce soit leur tablette, leur téléphone, que ce soit... Mais ils ne regardent pas que des images, pardon Pierre. Ils lisent aussi des textes qui sont certes très mal écrits, mais ils en lisent. Donc ils ont ce rapport à la lecture permanent. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport au livre qui est épouvantablement mauvais, dont j'ai jamais entendu parler, mais j'ai dû rater un After. Je pense, et je suis content d'avoir travaillé dans cette librairie parce que ça m'a appris ça. C'est-à-dire que After, on peut le lire. Mais en venant dans cette librairie, il y aura un libraire qui va me dire « lis-le » parce que tout le monde le lit, mais sache qu'à côté de ce livre, il y a de la littérature jeunesse d'excellente qualité, que tu vas pouvoir trouver quelque chose de meilleur. Et le gamin qui passera de After à After aura une chance de devenir un client régulier d'une librairie, de fréquenter les bibliothèques et de connaître Pierre et Marie Curie sans négliger Zidane. Merci. Bravo. Tout à fait. Je dirais pour compléter que il se trouve que j'ai fait une enquête dans les collèges de banlieue il y a maintenant quelques années, mais pas longtemps. Et j'ai passé beaucoup de temps en Seine-Saint-Denis, autour d'Amiens, autour de Lille, de Lyon, autour de Marseille.
Et ce que j'ai constaté, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que quand l'offre est exigeante, ça suit. Moi, j'ai vu des gosses à Clichy-sous-Bois répéter Marivaux avec un plaisir incroyable. Et non seulement le répéter, le faire pour eux-mêmes, mais le jouer ensuite. Et d'ailleurs, c'était quand même assez marrant parce que c'était du Marivaux avec les petits beurres, les petits blacks, c'était génial. Et ça, je l'ai vu partout. Je l'ai vu partout. Il n'y a pas que des gosses qui font ça, mais bien sûr que c'est possible. Bien sûr. Mais bien sûr, il n'y a jamais eu que des gosses qui faisaient ça. Enfin, moi, quand j'ai passé le bac en 1963, il y avait 11% des jeunes Français qui allaient au bac. Donc ça veut dire qu'il y a 90% qui n'y allaient pas. Bon, et je pense que la lecture à ce moment-là n'était pas si vaillante. Donc moi je pense qu'il y a toute une réserve, tout un stock, tout un gisement absolument. Je crois que là-dessus, on se laisse bouffer l'esprit par des poncifs. Je lisais dans le Figaro Magazine samedi le papier sur la Seine-Saint-Denis. Pour écrire ça, il faut jamais aller en Seine-Saint-Denis. C'est pas possible, c'est pas du travail journalistique, c'est pas du travail de connaissance de terrain, c'est juste du travail d'insulte, vraiment, pour les gens qui y vivent. Moi, je connais assez bien la Seine-Saint-Denis, enfin en tout cas Saint-Denis et sa région. Il y a un travail qui est formidable du point de vue culturel, du point de vue du texte, du point de vue de la musique, du point de vue du théâtre. On n'est pas... Qu'est-ce que c'est que ce fantasme où nous serions d'une décadence générale? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je partage totalement ton sentiment. Je vais répéter la question. Donc, vous disiez qu'il y a à Brest une grande mixité sociale et vous demandiez si les libraires de dialogue, d'abord en sont conscients, prennent la mesure. Et en tout cas, s'il y a une politique de la librairie par rapport à cette réalité. Caroline? Dure question. Oui. Alors, les libraires de dialogue en ont certainement conscience. Je ne peux pas prendre, c'était l'objet de ma première intervention, la parole pour chacun d'entre eux. Nous ne portons pas de blouse ici et je pense que Charles Kermarek a fait exprès d'embaucher des individus et pas des moutons. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je pense que oui. Est-ce qu'on voit beaucoup de médiateurs? Donc ça, c'est une chose. On voit plus rarement les enfants que ces médiateurs accompagnent, les adolescents que ces médiateurs accompagnent. On les voit parfois accompagnés par eux. On les reçoit toujours avec plaisir. On leur fait très vivacement et régulièrement visiter la librairie. On les installe au café, on leur explique le métier de libraire, le métier d'imprimeur, le métier d'éditeur. Donc voilà, donc ça c'est quasiment chaque semaine à la librairie. C'est l'attention particulière que l'on porte à ces enfants, à ces adolescents, qui est évidemment doublée de notre attention permanente. Pour rebondir sur ce que Steven disait, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, tu as dit exactement ce que j'aurais pu dire. Exactement. Et reviens d'ailleurs, quand tu veux. Moi, je suis malheureuse si quelqu'un, qui que ce soit, sort de la librairie en n'ayant pas trouvé ce qu'il cherche. Vraiment malheureuse. Et je me prendrais comme une claque, en réalité. Voilà, ça aurait été de ma responsabilité de lui donner ce livre. Et ce, pour absolument tous les publics. Voilà, je ne fais pas de choix en amont de ce qui est bien, de ce qui est mal à proposer. Je réponds à la première demande, c'est « tenez ». Voilà, j'ai ce que vous me demandez à ce moment-là. Et la deuxième demande peut venir après, mais peut-être que j'ai ça aussi. Et juste pour rebondir encore sur ce que Steven a dit, décidément, Charles et Marie-Paul ont fait de longue date, ont pris la décision de mettre le rayon ados, jeunes adultes, ici, comme on l'appelle, aux confins du rayon littérature en livre de poche, qui est aujourd'hui littérature en livre de poche et petit classique. Et ça, c'est pas lié au hasard. D'abord, on n'y met pas After dans ce rayon jeunes adultes, premièrement. Et il existe avant même que la littérature jeunes adultes ne se soit développée. Il existe parce qu'à un moment donné, des libraires ont choisi dans le fond
des livres qui étaient proposés, des livres qui pouvaient également s'adresser à des enfants de 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et on les ont sortis, les ont laissés dans le fond des livres en poche, mais les ont sortis pour les proposer à un public qu'on avait, alors désolé, aussi, on parle aussi en termes commerciaux, mais qu'on avait aussi ciblé. Voilà, mais voilà, un public à qui on pouvait proposer ces livres-là et les accompagner doucement vers d'autres formes de littérature, que ce soit ce qui est estampillé petit classique ou de la littérature contemporaine en livre de poche, donc à des prix plus modestes que ce qu'on peut trouver par ailleurs. Je sais pas, je réponds en divaguant un peu et en prenant des tournants à votre question. Elle est très compliquée, je veux stigmatiser personne et c'est terrible. La question qui a été posée sur la mixité sociale, je pourrais porter peut-être un témoignage par le fait que je suis un enseignant depuis une 50aine d'années. Et ce problème que vous posez au libraire, l'enseignant peut y répondre. Et il m'arrive souvent de recevoir la question suivante: est-ce que quand tu enseignes à Paris, tu dis les mêmes choses que quand tu enseignes aux Américains? Et je leur réponds: mais c'est une mauvaise question. C'est-à-dire, qu'on soit en Amérique, qu'on soit en Angleterre, qu'on soit en Allemagne ou à Paris, on n'enseigne plus respectivement ni aux Français, ni aux Allemands, ni aux Britanniques, ni aux Américains. On enseigne toujours à un mélange. Aujourd'hui, le mélange dans nos amphis, le mélange est total. C'est-à-dire, il y a dans mon amphi à Paris, aussi bien qu'à Stanford, il y a au moins 10 nationalités, 12 langues, 10 religions, et ainsi de suite. Et par conséquent, aujourd'hui, la société est multiculturelle, et ce n'est pas nouveau, puisque finalement, l'expérience que je vous dis date, dans mon cas, au moins d'un demi-siècle. Au moins d'un demi-siècle. C'est-à-dire, il y avait peut-être moins d'immigration, mais à ce niveau-là, il y avait autant de mélanges que celui que vous me décrivez par rapport au libraire. Alors il y a la réponse du libraire, mais il y a aussi la réponse de l'enseignant, qui est un peu probablement prospective. C'est-à-dire, dès le moment où on a une palette d'étudiants et d'étudiantes de ce genre, on a en photographie la société de demain. Voilà, en gros. Et par conséquent, le multiculturalisme est en train d'arriver. Ou plutôt, il est déjà arrivé. Voilà. J'ajouterais que l'écrit, pour le coup, est extraordinaire. Pour justement assumer le multiculturalisme, l'écrit est extraordinairement pertinent et que c'est quelque chose qui est un encouragement pour nous. Enfin, nous qui essayons, éditeurs, écrivains, libraires, etc., c'est pas du tout quelque chose qui va plomber l'expérience, au contraire, qui va la porter. Et moi, ça m'amuse énormément de voir aujourd'hui le décalage qu'il y a dans les débats politiques, par exemple. J'entendais, je ne donnerai pas de nom, j'entendais un homme politique qui disait récemment, mais on va quand même pas devenir une société multiculturelle. Enfin, on y est, quoi. C'est évident, on est dedans. Et on est dedans, et c'est une chance. Enfin, il faut la prendre comme une chance. Et particulièrement dans le texte, dans l'écrit, dans la production. Moi-même, j'ai été enseigné de façon multiculturelle. J'étais dans le Sud-Ouest et mes professeurs étaient presque tous du Finistère. Hein? On va clore. Je te... Non, c'est bon. Un mélange entre les Léonard. D'accord. Je pense que tout le monde a compris qu'il était temps de conclure, de clore notre échange en vous remerciant infiniment d'être ici. Sur Marie-Paul, je me rappelle une conversation avec elle, peu de temps avant sa disparition, où je lui tenais exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas trop de livres, il y a trop de faux livres. Et il y a trop de livres écrits par d'autres. Elle me disait, c'est pas possible. Je lui dis, mais je t'assure, je te jure que c'est vrai.
Elle me dit, mais c'est pas possible. Enfin, un auteur, elle pensait vraiment que j'exagérais. Et je pense que cette espèce de respect absolu qu'elle avait pour le livre et pour l'écrivain, je dirais presque l'empêchait de penser le calcul et la méchanceté de ce type de production. Et c'est quelque chose qui me poursuit toujours. Il y a quand même des gens qui y échappent, quoi. Hein, on peut, qui nous sauvent. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci d'avoir été bavard, c'était attendu, merci. Ne repartez pas sans avoir goûté au cocktail que nous vous avons préparé avec soin. Ne vous échappez pas avant peut-être d'avoir écouté les discours si vous le souhaitez. Et surtout, nous vous avons concocté un petit guide que Michel Serres a dans les mains qui s'appelle 40 ans, 40 livres. Nous l'avons préparé avec bonheur. J'espère que vous y puiserez d'innombrables conseils de lecture. Toutes ces listes-là, je pense, d'être lues. Arrêtez-vous, lisez et merci.